Bien, bonjour à tous, mes petits percussionnistes vicieux du Nigeria. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis présent en ce moment pour vous analyser la magnifique carte de l'UFC Vegas 23 Vettori contre Allen qui va avoir lieu samedi après-midi. Puis je ne sais pas si c'est à cause que ça a lieu samedi après-midi que je suis plus motivé que d'habitude. Mais il me semble que c'est le fun du MMA d'après-midi. Tu te casses pas la tête, tu te réveilles là, tout bonnement, tu ouvres les prelims. C'était comme à 11 heures. Je voulais justement pull-up les heures là, parce que je suis tellement prête que j'ai pas les heures exactes du début de la carte sous moi, même si je sais que c'est en après-midi. Ceci étant dit, c'est le fun de se lever, checker du petit MMA sur le side, puis après ça, ben, crime, t'as ta soirée pour pas faire grand-chose, c'est un site, là, on s'entend, mais faire de quoi d'autre que ça. Fait que oui, c'est définitivement midi pour les prelims, 3 heures pour la main card. Fait que c'est ça qui est le fun. Et puis, on va commencer à l'instant avec le combat principal de la soirée, Kevin Holland, qui fait un retour dans un deuxième main event de Fight Night consécutif. Le dernier Fight Night, le dernier UFC Vegas, c'était lui contre Brunson. Maintenant, ben, c'est lui contre Marvin Vettori. Et puis, écoute, c'est un match-up qui est drôle dans un certain sens parce que Marvin Vettori il est fâché. C'est sa gimmick, c'est ça qu'il fait. Marvin Vettori, c'est un combattant mad. Il est mad, le gars. Il est tout le temps à piste. Puis, autant dans ses interactions en dehors de la cage que dans son attitude dans la cage, c'est un combattant que il a tout le temps l'air d'être en crise, puis il veut aller de l'avant, puis il veut mettre du power sur son adversaire, puis lui faire mal. Puis on dirait que ça lui sert bien dans son style d'être fâché. Puis, ça augure pas bien pour Kevin Holland, ça, parce que s'il va arriver là, puis genre pas se fermer le clapet 30 secondes, il va mettre Marvin Vettori en beau tabarnak, comme on dit là en bon québécois, et puis ben, ça risque de motiver Marvin Vettori à y foutre une bonne rince, surtout qu'après le combat contre Derek Brunson, on s'entend qu'il y a la possibilité de take down notre ami Kevin Holland assez facilement et ainsi probablement gagner une décision simple. C'est quelque chose que Vettori fait, mais pas, c'est pas ça son style. Son style, c'est plus d'être un gros bruiser debout, un grinder un peu, mais pas un grinder plate, le genre je te wall install dans la cage. Oui, il va utiliser du clinch contre la cage, ces choses-là, mais il veut être physique, il veut être puissant, il veut aller de l'avant puis déranger son adversaire dans la pocket en landant du power sur lui, toujours en étant actif puis en maintenant un bon pace. C'est ça qui fait probablement de lui là, un middleweight élite. Parce que, tu regardes Marvin Vettori, c'est un bon striker, mais c'est pas un excellent striker, c'est pas un excellent lutteur, c'est pas un spécialiste dans rien, c'est juste un vrai combattant complet, super tough. Fait qu'il est durable, il a du bon cardio, il est capable d'aller de l'avant puis de pousser un bon pace, puis de toujours mettre du power sur son adversaire sans trop se fatiguer. Puis ça fait de lui juste un combattant très simple, mais efficace. Puis Kevin Holland, parlage, pas parlage, parce que là, il a dit qu'il allait essayer de moins parler dans ce combat-là et tout et tout. Mais parlage, pas parlage, c'est pas mal la game de Kevin Holland de juste être là. Puis un peu de. Pas trop de buts, pas trop de nulle part où il s'en va. Il est at range, va lancer ses techniques. Il y a un aspect très Alex Caceres là, à la game de Kevin Holland, dans le sens que on va un peu se laisser imposer n'importe quel style match-up. Jacare veut le take down, c'est bon. Take-moi down, je vais te knocker en me relevant de façon bizarre. Fait que, tu sais, c'est dur de voir Kevin Holland avoir beaucoup de succès dans ce combat-là quand un combattant en Marvin Vettori qui sait tellement où ce qui s'en va puis qui va mettre de la pression, qui va probablement pas laisser le temps là, justement à Kevin Holland d'être at range puis de lander des petits kicks bizarres puis d'essayer de le frapper avec sa longue main droite puis ces affaires-là. Fait que, pour vrai, je pense que c'est un assez straightforward pick ici pour Marvin Vettori par décision dans ce combat principal-là. Et ça nous mène au co-main event qui est vraiment là, le bijou sur cette carte-là, le très très bon combat. Et c'est Arnold Allen face à Sodiq Youssouf. Et puis, écoute,
Ça sera même pas une analyse technique vraiment que je vais vous offrir ici de ce combat-là. C'est juste une tendance. Sodiq Youssouf est excessivement dominant dans tous ses combats, mais il y a des moments sketch. À chaque combat, il y a un moment super sketch où t'es genre, ah non, il est dans le trou, il vient de se faire sonner, il va peut-être se faire finir. Oh, tu vois, il est sur des stanky legs un peu. Je pense Benitez l'a droppé, le semi-droppé quand ils se sont battus. Fait que très dominant, très calculé comme combattant, mais garde un bon rythme de travail, est puissant et excessivement athlétique. Là. C'est un combattant nigérien. C'est un prospect là, de la trempe d'un Kamaru Usman puis d'un Israël Adesanya. J'ai sans aucun doute avec ça que ce gars-là, s'il continue à être dominant comme ça, va se battre pour un title un jour. Mais j'ai l'impression qu'en se rendant là, il va peut-être se faire allumer bien raide un moment donné par quelqu'un. Puis s'il y a un combattant qui est pas dominant, mais qui est bon, là, il est compétitif dans tous ses combats, mais il est jamais dominant. C'est toujours serré. Il y a quelques performances là, où Arnold Allen a été dominant, mais la majorité de ses combats, même contre des adversaires qui étaient bien moins bons que ceux des Youssouf, c'est des bons combats back and forth serrés. Parce qu'Arnold Allen, c'est un bagarreur, c'est un Anglais avec beaucoup de cœur qui veut échanger, qui est un bon combattant technique debout, qui est un bon grappler aussi, mais je ne sais pas pourquoi il n'est jamais vraiment capable de pull away dans ses combats puis d'être loin en avant de son adversaire. C'est toujours compétitif. Puis, il y a une tendance au comeback win, OK? Fait que bien que j'ai comme pas le choix là, de favoriser Sodiq Youssouf dans ce combat-là, parce qu'il est tellement dominant, autant quand il essaie d'être un bon grappler positionnel, qu'autant quand il essaie de juste lander du power sur les pieds. T'sais, c'est un gars qui lande du power, mais qui n'est pas non calculé dans son approche. Fait que ça fait de lui vraiment un bon combattant très, très, très dangereux parce qu'il va attendre son opportunité de lander le bon coup de puissance sur toi. C'est pas juste quelqu'un qui va aller de l'avant en lançant du power puis en vidant complètement sa gas tank. Mais comme j'ai dit, la tendance de Sodiq Youssouf d'avoir un moment super sketch par combat où il passe à ça de se faire finir et la tendance d'Arnold Allen de pas nécessairement gagner son combat ou d'être dans un combat très compétitif puis boum, à vous sortir un comeback win à quelque part au troisième round. Ça me fait dire que Allen est vraiment un live underdog dans ce combat-là, mais mon pick, c'est Sodiq Youssouf par décision. Ensuite, Sam Alvey, Julian Marquez. Ça, c'est un shit show comme on les aime parce que Sam Alvey. Sa meilleure performance des 3 ou 4 dernières années, c'est basically son combat nul contre Dawn Jung dans son dernier combat. Puis dans ce combat nul-là, pendant 2 rounds, je me rappelle que je criais après ma TV, après Dawn Jung, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es genre en train de perdre ce combat-là? Puis au troisième round, il a fait, wait. J'étais en train de perdre ce combat-là, puis il a complètement crissé la rince de la vie à Sam Alvey dans un 18, puis ça a fini que le combat était un draw. Un combat que Down Jung n'aurait jamais dû perdre. Là, d'ailleurs, on va parler de lui plus tard sur cette carte-là, mais plus tôt, là, je devrais dire, mais bref. C'est ça, fait que Sam Alvey, il ne fait que lancer une grosse patate en counter. Et de plus en plus semble un combattant qui est frustré. T'sais, dans ses combats, ça y en prend pas beaucoup pour, on dirait, se sortir de sa game et juste focusser sur un aspect précis du combat que, ah non, il pense que ça aurait pas dû se passer comme ça ou il pense que, puis tu le sais pertinemment que Julian Marquez, c'est tellement un caveman, genre qu'il va le hype-poke, qu'il va le kicker dans les balles, c'est sûr à 100%, parce que Julian Marquez, c'est un Cuban Missile Crisis, mais il n'a aucunement contrôle de son propre missile. Le gars se garoche dans ses adversaires avec puissance, puis ça donne ce que ça donne, puis souvent, ça donne un esti de brawl laid, mais le fun à regarder, mais tu sais, rien de beau puis de technique, là, des gros ugly fights où ça brawl, où les deux sont complètement exhaustés, puis à la fin, Julian Marquez sort quelque chose de son chapeau parce que il est juste immensément tough et immensément durable. Fait que comment ça va se passer ici? C'est que Julian Marquez va se faire counter hard par Sam Alvey, mais il ne se fera sûrement pas finir parce que c'est un absolute complete crazy guy. Puis je pense qu'il va réussir à finir Sam Alvey à quelque part au troisième round parce que de plus en plus, on voit Sam Alvey être un petit peu fragile là, dans ses combats. Fait que je pense que Julian Marquez va gagner ça par TKO au troisième round dans exactement le genre de combat que tu t'attends quand tu vois Sam Alvey et Julian Marquez ensemble dans la cage.
Ensuite, Nina Ansaroff, ou Nina Nunez, comme ils l'appellent. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui est le cas, mais c'est la femme de Amanda Nunes, puis ils sont mariés, puis ils ont un kid ensemble. Fait qu'elle a bien le droit de s'appeler comme elle veut. Affronte Mackenzie Dern. Et puis, comme dans tous les combats de Mackenzie Dern, je vais dire la même crise d'affaires. Faut juste pas que Nina Ansaroff se retrouve au sol. Puis Nina Ansaroff, avant de prendre une pause parce qu'elle est tombée enceinte pour avoir là, son enfant avec Amanda Nunes, était vraiment une excellente combattante de sprawl and brawl, mais pas vraiment une brawler, c'est plus une bonne combattante technique. Et elle n'a pas le power d'Amanda Nunes, mais tu vois qu'elle a beaucoup travaillé avec elle et avec les mêmes coachs. Fait que c'est une très bonne combattante technique debout. Que tout ce qu'elle lance, c'est beau, puis c'est droit, puis c'est technique, mais elle a juste pas le power, puis l'explosivité, puis l'athlétisme là, de sa femme, malheureusement, pour elle, mais ça donne vraiment une excellente... Tu sais, quand tu dis que tu as des combattants qui souffrent là, du succès de leur training partner, quand tu penses à un Drew Dober qui s'entraîne avec Gaethje, je pense que Ansaroff, c'était un des premiers exemples de ça, que ça a vraiment complètement transformé sa game MMA, que de s'entraîner à temps plein avec sa femme Amanda. Donc, tout ça pour dire que, tu sais, Mackenzie Dern est capable de soumettre tout le monde. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'elle commence un peu plus à se feel debout, mais on dirait que moi, je feel pas plus son debout. Fait que j'ai l'impression qu'elle pourrait se faire comme allumer sévèrement le debout dans ses prochains combats. Puis, je pense que Nina Ansaroff n'est pas nécessairement la fille qui va faire ça, mais sans aucun doute la fille qui va avoir assez de lutte là, pour défendre les takedowns de Mackenzie Dern, puis qui risque d'être assez intelligente pour pas aller se caresser dans sa garde comme Anna Cyphers a fait. Donc, c'est Nina Ansaroff pour moi par décision ici. Et ça nous mène au premier combat de la main card. Un combat qui est fait pour être purement stupide et c'est Platinum Mike Perry face à... Pourquoi j'ai marqué Mike Rodriguez? C'est absolument pas ce même dude-là. Mike Rodriguez, c'est pas... Ouais, c'est le light heavyweight qui est pas très bon. Daniel Rodriguez, qui est le très excitant welterweight, qui est un bon brawler, qu'on comprend là pourquoi ils ont fait ce match-up-là. L'affaire, c'est que... Où est Mike Perry? Genre, c'est juste ça la question. Parce que, tu sais, il y avait au moins la qualité d'être excessivement tough, même s'il n'était pas bon, plus tôt dans sa carrière. Et là, plus récemment, on le voit. On voit rien, en fait. On voit un gars qui s'entraîne, genre, peut-être, pour ses combats qui arrivent, qui gasse out tellement rapidement, qui essaie de lutter, qui semble de moins en moins bien prendre les coups. Tu sais, c'est fait finir par Jeff Neal. Puis il n'y a pas vraiment honte à se faire finir par Jeff Neal, mais Platinum Mike était pas mal réputé comme le gars qui se fait pas finir, là, qui est super tough puis qui tombera pas. Puis ça a pris plus de temps que Diego Sanchez avant qu'il se fasse. Ça a pris moins de temps que Diego Sanchez, c'est-à-dire avant qu'il se fasse knocker. Fait que, mettons que, genre, je sais pas. Je pense pas que ça va bien aller pour lui ici. C'est sûr que là, il a recommencé à s'entraîner dans un gym. Il est au MMA Masters ou Colby Covington Inc., là, dépendant comment tu vois ça. Mais ouais, il est au MMA Masters, qui est un très bon gym là, en Floride. Est-ce qu'il prend plus ça au sérieux? Est-ce qu'il va finalement... Je pense pas. Je pense pas qu'on peut rien s'attendre de ça de Mike Perry. Puis de toute façon, il va falloir que je le voie pour le croire, tout simplement. Fait que d'ici là, je peux juste pas le pick dans un combat. Puis encore moins contre Daniel Rodriguez, qui est comme un brawler, mais un bon brawler... Tabarnouche, j'ai de la misère à soir. Un bon brawler technique, tu sais, qui va pas être all stupide. Il va essayer de brawler, mais de rester quand même technique dans les échanges pour être celui qui te tag là, avec le gros power shot. Puis je pense qu'il va peut-être finir Mike Perry ici à quelque part au troisième round. Petit TKO, de quoi de même. Je pense que ça peut très bien arriver. Fait que c'est ça mon pick. Rodriguez, TKO, round 3. Ensuite, sur les prelims, le headliner des prelims, Jim Miller, Joe Solecki. Tu sais, il y a comme deux sortes de Jim Miller fight. Ça va avoir la basic en esti, ce que je dis, mais vous allez comprendre pour le monde. T'sais. Il y a deux sortes de Jim Miller fight. Il y a celui qui gagne, celui qui gagne pas. Puis ça, je pense que c'en est un qui gagne pas, malheureusement. T'sais, Jim Miller est encore un très bon grappler. Son striking est surprenant à toutes les fois. On se dit qu'il semble que Jim Miller n'était pas un si bon striker que ça, mais finalement, il l'est.
jamais été un excellent athlète, là, jamais été super athlétique, mais là, en plus, il est vieux, fait que, il a ralenti à ce niveau-là, c'est un petit peu moins durable, puis il affronte le jeune le wrestler, grappler, super agressif, qui va essayer de te mettre sur ton cul, te faire mal avec du ground and pound, être positionnellement dominant, essayer d'avancer pour te soumettre, ou juste te finir avec ses points au sol, ou juste te contrôler pendant 15 minutes, puis ça va être vraiment la jeunesse et l'explosivité contre l'expérience. Pour vrai, c'est un match-up en quoi j'ai pas confiance que Jim Miller peut le gagner. Là. Surtout l'avoir. Autant il est capable de surprendre avec des bons wins, autant il a déjà perdu contre Scott Holtzman. Fait que, c'est ça qui arrive. Puis je vais absolument pick Joe Soleil qui part de décision dans ce combat-là. Et ça nous mène à un combat de Scott Holtzman face à Mateusz Gamrot. Et puis, tabarnouche que Mateusz Gamrot, il book vraiment comme le champion de KSW. Là, son premier combat, c'était contre Guram Kutateladze. Puis on était là, oh, il devrait gagner. On ne sait pas c'est qui l'autre. Finalement, l'autre, c'est un Georgien. C'est un complet malade mental comme tous les autres Georgiens qui sont rentrés dans l'UFC. Puis il a gagné un combat très, très, très serré face à Gamrot. Un combat qui aurait vraiment pu aller d'un côté comme de l'autre. C'était la première défaite pro de Mateusz Gamrot. Puis là, dès son deuxième combat, il se retrouve contre Scott Holtzman qui est bon, est un très bon mid-level lightweight. L'affaire qui me gosse, c'est qu'il n'y a pas une bonne takedown defense. Là. Basically, Scott Holtzman, qui a un background en hockey, là, ça j'apprécie ça là, en tant que Canadien, le dude qui a un background en hockey, c'est assez magnifique, mais tu vois que c'est là où il excelle, là, quand il est dans la pocket, il est bon dans le clinch, c'est un gars qui est capable de lutter offensivement, mais c'est que tu vois quand il faut qu'il se défende, c'est là que la technique, c'est un peu plus difficile, que tu vois qu'il a moins fait ça pendant longtemps un peu là, dans sa vie de la lutte, puis qu'il manque quelques petits aspects qui font que le gars, tu peux le take down, puis tu peux le dominer sur le top, puis Gamrot, c'est un combattant très complet qui est capable de se battre dans tous les aspects. Puis, qui, contre Kutateladze, a justement eu du succès en l'amenant au sol. Puis c'est ça qui a fait que c'était un combat très serré. Fait que je pense qu'il peut répéter ça sans nécessairement avoir le même niveau d'opposition que Kutateladze lui donnait debout. Parce que oui, Holtzman va être agressif, va aller de l'avant, mais il y a comme une couple de layers de moins là, dans son striking qui fait que d'après moi, Gamrot va être capable de le counter assez bien et puis de l'amener au sol quand il faut en avoir besoin pour s'assurer de gagner ce combat-là. Fait que j'ai Gamrot par décision. Ça nous mène à un combat entre Norma Dumont et Erin Blanchfield. Puis je suis assez excité pour les débuts de Erin Blanchfield. C'est une prospect raisonnable. Je pense que les meilleurs prospects féminines sont comme pas mal toutes déjà signées avec l'UFC ou Bellator. Puis il y en a une coupe à One, mais tu sais, je pense pas qu'Angela Lee s'en va de One d'ici tôt. Je pense qu'on peut oublier ça. Fait que basically, je suis excité pour Blanchfield. C'est une 125 livres de 5 pieds 4 qui affronte Norma Dumont, qui est une fille de 135 livres, une bonne 135 livres, qui se battait à 145 livres avant d'arriver dans l'UFC, puis que quand elle est arrivée, elle s'est fait péter à la gueule par Megan Anderson. Elle s'est rendue compte que ça le ferait peut-être pas à ce point-là finalement, mais c'est une bonne 135 livres, puis j'ai juste l'impression que Blanchfield va rencontrer le genre de problème que Dumont a rencontré contre Megan Anderson, c'est-à-dire qu'elle va se battre contre une fille qui est vraiment plus grosse qu'elle, qui est plus physique qu'elle, puis Dumont est une complète wild girl qui va aller de l'avant, qui va lancer un paquet de volume sur ses pieds, puis qui est une combattante un peu meilleure qu'on pensait peut-être qu'elle l'était quand on l'avait vu se battre contre Megan Anderson. Mais je pense que Blanchfield va peut-être souffrir de ça, retourner à 125 livres, qui est sa vraie bonne division. Puis là, se mettre à avoir genre, assez de succès pour qu'on se dise que finalement, peut-être son premier combat, c'était juste la différence de grosseur et de physicalité qui était la différence. Donc, Dumont par décision. Ensuite, John McDessie, qui est de retour contre le lightweight de 6 pieds 3, Ignacio Bahamondes. Puis juste, ça va être juste drôle de les voir au weigh-in parce que, tu sais, John McDessie, c'est genre le lightweight de 5 pieds 8 qui a l'air de faire 5 pieds 5, genre, mais qui est juste un peu plus grand parce que sa tête est tellement grosse, genre, puis c'est un bon combattant, c'est ça le pire, mais comme on le dit souvent, il n'y a pas le style qui marche le mieux pour le 155 livres. C'est genre un range striker
qui est à la fois probablement le gars qui a le moins de reach dans toute la division. Puis, man, il va se battre contre un complet débile mental de 6 pieds 3 qui va lancer toutes sortes de paquets de styles d'affaires. Puis, qui n'a pas vraiment d'autres layers à sa game, mais que, tu sais, en tant que combattant super technique et réfléchi, qui va vouloir rester à range, puis lander ses petites techniques, puis essayer de rester, tu sais, loin des vraiment les gros échanges. Ça va être très, très dur là, de faire ça pour John McDessie, voire même impossible dans ce combat-là. Je pense pas que tu peux vraiment penser te battre contre Ignacio Bahamondes sans avoir à échanger avec Ignacio Bahamondes. Puis d'après moi, si tu es capable d'échanger avec Ignacio Bahamondes, t'as des bonnes chances de le battre parce que je suis pas sûr que le gars il a bien plus de layers à sa game qu'être un complet madman qui va de l'avant puis qui lance toutes les techniques du monde jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'énergie. Mais ceci étant dit, je pense pas que John McDessie va pouvoir exploiter ça. Puis je pense que Bahamondes va prendre le battre par TKO à quelque part au deuxième round. Ensuite, Jorgen De Castro contre Georges Danio. Puis quand j'ai vu ce combat-là, la seule fois je me suis dit, c'est what the fuck, Georges Danio, il est encore ici, lui. Puis c'est comme 3, 4, 5 ans qu'il s'est pas battu. Il est encore sous contrat avec l'UFC. Somehow, il a une fiche de 6 victoires, une défaite, une nulle, un no contest. Pratiquement aucune expérience dans l'UFC. Je pense qu'il y a juste justement un draw et une défaite dans l'UFC. Le draw, c'est contre Christian Colombo, c'est même qui s'appelait le gars de Colombo. C'était pas très bon. Il s'est déjà fait cut. Jorgen De Castro. Trevin Giles, des pauvres, version heavyweight. Le gars, il essaie trop de chercher le perfect power shot, puis ça fait qu'il manque beaucoup d'opportunités de lander des shots qui sont peut-être un peu moins puissantes, mais efficaces, puis qui comptent sur les scorecards. Mais gros, si Jorgen De Castro peut pas battre Georges Danio, qui s'est pas battu depuis 5 ans, puis qui est déjà pas un très grand combattant à la base, Jorgen De Castro mérite pas d'être là. Fait que co-rounder pour Jorgen De Castro. Puis si c'est pas ça qui arrive, vous allez me les couper les deux, s'il vous plaît. Ensuite, on passe au deuxième meilleur combat sur la carte. Puis probablement, honnêtement, le combat qui m'excite le plus sur la carte. Parce que oui, Allen Youssouf, ça va être un bon back and forth. C'est important pour les rankings dans la division. Mais Hunter Azure puis Jack Shore, c'est vraiment deux excellents prospects. Puis Jack Shore, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps. Qui a vraiment un style que j'adore. Le gars, c'est un grappler. Okay? Le gars, il a du striking, mais son striking sert juste à set up ses takedowns. Puis quand il est bon, quand il est au sol, il est très bon positionnellement. Il a du bon ground and pound. Il est capable de bien passer la garde, d'aller chercher des positions favorables. Excellent. Quand il prend ton dos, votre rear naked choke, il y a des rear naked choke contre à peu près tous les gens contre qui il s'est battu. Il y a une couple d'exceptions près, mais c'est sa manière de finish principale. C'est un excellent backtaker, c'est un excellent grappler. Et puis, la seule affaire qu'on se demande, puis que c'est exactement Hunter Azure qui va nous aider à répondre à cette question-là, c'est comment peut-il compétitionner contre un vrai bon lutteur américain? Parce que le gars, il vient du Pays de Galles, tu sais, Welsh, puis il s'est battu sur la scène anglaise. Puis oui, là, la scène anglaise, c'est pas ce que c'était il y a 10 ans. Il y a des bien meilleurs grapplers maintenant, mais être le meilleur lutteur sur la scène anglaise ne va pas nécessairement dire que quand tu vas faire le saut dans l'UFC, tu vas être le meilleur lutteur around. Puis, ça se peut, tu as des gars comme Leon Edwards là, qui montrent beaucoup de succès là, à ce niveau-là, mais on n'a jamais vu Jack Shore affronter un bon lutteur. Puis Hunter Azure, c'est un excellent lutteur, c'est un wrestle boxer super classique. Puis, pour vrai, je pense qu'il n'est pas favori dans ce combat-là, mais je pense qu'il devrait l'être. Moi, je vais pick Jack Shore parce que je suis comme un peu un mark de Jack Shore, puis j'ai beaucoup confiance à son style, puis j'ai aucun doute que s'il est capable d'amener Hunter Azure au sol, il va battre Hunter Azure par soumission, il va le rear naked choke, ça j'en ai aucun doute, mais la question c'est est-ce qu'il va être capable de l'amener là, parce qu'Azure c'est un très bon boxeur, garde un très bon pace. Puis à la base, c'est un lutteur. C'est un gars qui va avoir un bon takedown defense, qui va être difficile à amener au sol. Il va falloir travailler assez fort, d'après moi, pour amener Hunter Azure au sol. Donc, je pense que c'est Azure qui est le favori. Moi, mon pick, c'est Jack Shore par soumission au round 3. Mais écoute, c'est ça qui va arriver. Selon moi, ça va être le meilleur combat de la soirée dans la meilleure division de l'UFC, le 135 livres. C'est tellement magnifique parce que justement, tous les combats, c'est genre, oh, des gars qui sont élites ou oh, des gars qui sont élites mais qui sûrement sont pas rankés parce qu'il y a comme 25 gars qui méritent d'être dans le top 10. Puis,
Tous les autres combos presque, c'est genre, wow, check les deux des meilleurs prospects dans l'UFC qui s'affrontent un contre l'autre pour savoir lequel va, genre, inévitablement devenir un excellent fighter dans cette division-là. Ensuite, Luis Saldana, Jordan Griffin, là, on change de niveau de fighter. Et sur un temps, Saldana, ben, il est super excitant debout, mais un peu comme Bahamondes, il n'y a pas grand-chose en arrière de ça. Puis Jordan Griffin, ben, il est tough, puis il fait son petite affaire, mais écoute. C'est soit que Saldana lui trouve quelque chose tôt dans le combat puis le bat, ou soit Jordan Griffin réussit à survivre puis gagne probablement plus tard par soumission. Le fait que je l'ai déjà vu faire ça dans l'UFC comme contre des gars genre TJ Brown. TJ Brown puis Luis Saldana, ça pourrait être un très beau match-up à 145 livres parce que c'est deux gars qui se ressemblent, vont vouloir aller là montrer des styles intéressants debout. Nurk va plus être un boxeur. Saldana, c'est un peu plus kickboxing, Muay Thai, all around, mettons. Striking va lancer plus de pieds, de genoux, de coups de coude que TJ Brown, mais bref. Tout ça pour dire deux strikers, mais qui n'ont pas vraiment d'autres choses alentour de ça. Griffin n'est pas nécessairement, n'est pas un spécialiste, là, certainement pas un spécialiste, un gars qui fait sa petite affaire un peu partout, mais qui excelle pas vraiment nulle part. Puis je pense que le fait qu'il va être complet, puis qu'il est capable justement d'aller chercher des comeback wins, puis d'être tough, puis de survivre à des hard times, parce qu'il y a comme déjà beaucoup de combats d'expérience, puis il a vu neiger avant hier, puis rest in peace la lumière. Mais non, tout ça pour dire, je pense que Jordan Griffin va gagner ce combat-là par soumission au troisième round. Il en reste pas long. Down Jung, William Knight. Si Down Jung ne se bat pas comme contre Sam Alvey, il va battre William Knight. William Knight, oui, il est explosif, c'est une petite boule de power. Le problème, il faut qu'il se rende à toi. Il est tout petit, c'est un minuscule 205 livres. Down Jung est quand même grand, il a un très bon reach. Puis c'est un striker qui travaille bien derrière son jab, puis qui a le style coréen là, d'essayer d'aller de l'avant, puis de te faire lead pour te counter en te mettant de la pression. Si il se bat comme ça, d'après moi, il va finir Knight qu'on a vu se faire finir auparavant là, dans sa seule défaite. Fait que j'ai Down Jung par TKO, deuxième round, mais écoute. S'il sort une performance comme contre Sam Alvey, il peut absolument perdre ce combat-là au premier round là, parce que William Knight, c'est une petite boule de power, puis s'il te touche avec une grosse overhand, il peut te faire très, très mal. Finalement, Impa Kasanganay qui descend à 170 livres, son premier combat depuis le KO de Joaquin Buckley, qu'on s'en rappellera tous. Et puis, il affronte Sacha Palatnikov, qui est un complet madman, mais qui a l'air d'avoir une certaine science là, derrière sa complète craziness. C'est quelqu'un qui va pousser un pace de malade mental, mais qui va justement essayer de rester plus technique puis plus intelligent que toi dans le brawl. Puis c'est ça qu'il a fait contre un des Koski Brothers. Là, je ne sais pas c'est lequel. Écoute, les deux sont pas mal identiques selon moi. C'était-tu Louis? C'était-tu Orion? Qui sait? Mais bref, Palatnikov a gagné par le third round KO là, dans ce combat-là, qui a été un des combats de l'année l'an dernier, même si c'était pas mal deux gars assez bâtards. C'était un complet brawl là, de presque 15 minutes. Tout ça pour dire qu'Impa Kasanganay est absolument l'inverse de Palatnikov. C'est un combattant qui est sensé, qui est calculé, qui est efficace, puis qui c'est très très jeune encore dans sa carrière. L'Impa Kasanganay est un des meilleurs prospects dans l'UFC parce que le niveau qu'il démontre actuellement dans sa carrière est assez haut pour quelqu'un qui a son expérience. Le gars, je pense qu'il se bat pour depuis 1 an, 1 an et demi, 2 ans maximum. Donc, j'ai Kasanganay là. Moi, je pense qu'il va être intelligent. Je pense que si Paladnikov est trop dur à contenir debout, il va soit le coller contre la cage ou l'amener au sol puis le contrôler là. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'outils dans son coffre, comme on disait dans le temps de GSP. Puis ça fait que d'après moi, il va gagner ce combat-là assez facilement par décision. Puis ça va conclure cette carte-là qui a des bons noms, qui a des bons combats qui vont être bookés pour nous donner de l'action. Down Jung Knight, ça devrait être bon. Saldana Griffin, ça sera pas high level, mais ça va être intéressant. Hunter Azure Shore, ça va être fou. Makdessi Bahamondes laissera pas la chance à Makdessi d'être genre un peu boring at range. Dumont Tito est une bonne malade. Scott Holtzman, c'est jamais plate. Jim Miller, c'est jamais plate. Puis là, on a juste checké prelim. La main card, c'est des gens qu'on connaît. Fait que c'est une très bonne carte. Ça va être le fun. C'est en après-midi. Midi pour les prelims, 3 heures pour la carte principale. Puis c'est ça. C'était mes analyses et prédictions. Laissez-moi un like si vous avez apprécié. Abonnez-vous à MMA Talk sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Spotify, sur Instagram, tout partout sur le territoire, on est là. Et puis c'est ça, à la prochaine.